Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Pour cet épisode, à écouter en deux parties, j'ai rencontré le professeur Barbara Hersan, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Ensemble, nous parlons des évolutions bluffantes de la chirurgie esthétique, de l'essor des traitements de la sphère génitale, des phénomènes de mode qui conduisent à des injections ou des opérations qu'on finit par regretter, de ce qu'est un bon chirurgien, une opération réussie, des demandes extravagantes et de celles qui libèrent, de la chirurgie de reconstruction mammaire qui doit rester un choix, de la pression sur leur apparence que ressentent les femmes mais aussi les hommes, notamment après un divorce. Micro. Bonjour, professeur Barbara Hersan. Vous êtes chirurgienne esthétique. Vous pouvez nous raconter ce qui vous a donné envie d'opérer des hommes et des femmes pour les embellir ou pour les rajeunir ? Alors ça a commencé quand j'étais étudiante en médecine. J'ai fait mon premier stage en tant qu'externe, donc j'étais toute jeune étudiante, j'avais 20 ans, dans un service de dermatologie. Et puis j'ai dû m'occuper d'un patient qui avait un cancer, un mélanome du nez. Et le traitement qui était préconisé, c'était une amputation du nez. Et je me suis dit, mais comment c'est possible ? Comment on peut vivre sans un nez ? Et puis les dermatologues m'ont répondu, mais il n'y a pas de problème, il y a les chirurgiens plasticiens qui vont refaire un nez pour le patient. Et là, je me suis dit, mais c'est une spécialité absolument magique, et ben c'est ça que je veux faire. Et quand vous avez fait vos études, il y avait beaucoup de femmes qui se destinaient à être chirurgiens esthétiques. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup à ce moment-là de jeunes femmes qui se dédiaient à la chirurgie. Au début, on était obligé de prendre un cursus de chirurgie générale et puis après on se spécialisait en chirurgie plastique et esthétique. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était un petit peu moins de 30%. De plus en plus, ça augmente. Il y a de plus en plus de femmes en chirurgie esthétique. Et j'ai eu la chance d'être très bien classée au concours de l'internat pour pouvoir choisir cette discipline qui est actuellement très prisée et qui est la première choisie en France. Voilà, donc c'est un diplôme de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Donc à la fois, on fait de la chirurgie esthétique, mais aussi de la chirurgie reconstructrice. Alors, c'est quoi pour vous un bon chirurgien ? C'est quelqu'un qui cherche un résultat moyen ou quelqu'un qui prend des risques pour un résultat bluffant ? Pour moi, un bon chirurgien, c'est un chirurgien qui est capable de s'adapter à son patient. Parce qu'il y a des patients qui préfèrent un résultat qui va les améliorer, qui va leur donner un plus sans prendre absolument aucun risque. Oui. Et puis, il y a des patients qui ont vraiment besoin d'aller un petit peu plus loin. C'est vraiment destiné à vraiment un petit pourcentage de la patientèle qui est prêt à prendre des risques pour aller vers des résultats absolument spectaculaires. Mais il faut savoir que quand il y a des grosses modifications morphologiques, il y a une prise de risque potentielle. Ça, c'est sûr. Donc c'est un bon chirurgien, c'est un chirurgien qui est capable de s'adapter à son patient. Et c'est surtout un chirurgien qui est capable de suivre ses patients et de ne pas les abandonner en cas de complications. C'est ça un bon chirurgien. C'est quelqu'un qui reste au contact de son patient, même s'il y a des difficultés. Mais nous, les patients potentiels, on fait comment pour savoir ce qu'est un bon chirurgien avant ? Est-ce qu'on doit se renseigner sur le nombre de fois qu'il opère dans un mois ? Comment on fait ? Alors déjà, pour trouver le chirurgien qui nous correspond, idéalement, c'est le bouche à oreille. Donc c'est vrai que c'est pas mal de connaître des gens qui ont été déjà opérés, des gens de son entourage qui ont été opérés par ce chirurgien. Ça, c'est la première chose, c'est le témoignage peut-être d'autres patients. Il faut se méfier quand même des réseaux sociaux parce que parfois c'est très marketing, avec des avant-après qui peuvent être un peu truqués, où la lumière est un petit peu différente. Voilà, donc le bouche à oreille reste toujours quand même le meilleur axe. Il faut faire confiance aussi aux médecins qui adressent vers le chirurgien, qui ont l'habitude de travailler avec ce chirurgien-là. Et puis, je pense qu'il y a le feeling qui joue beaucoup. Il faut cette première impression qu'on a en consultation. Donc quand on a un doute, il ne faut pas hésiter, je pense, à voir 2-3 personnes. Quand on n'est pas dans l'urgence, on a la possibilité de prendre le temps de trouver la personne qui nous correspond tout simplement et avec qui on se sent libre de poser toutes les questions. Donc on doit se faire confiance. Exactement. Est-ce que vous vous considérez comme une artiste et est-ce que vous sortez le décimètre comme certains de vos confrères en quête du nombre d'or ? Alors, je dessine beaucoup, mais je ne me considère pas comme une artiste. Je me sens plus comme un médecin et comme plutôt un artisan, je dirais.
C'est un métier d'expertise. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec nos mains, donc ça c'est fabuleux, mais je me sens plus comme un artisan. Et puis surtout comme un docteur, parce qu'on n'est pas là pour faire n'importe quoi, parce que l'art, qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre unique, hein. Bon, chaque patient est unique, évidemment. Mais il faut faire attention, ne pas s'emballer. On n'est pas là pour se faire plaisir nous-mêmes. Même si on a beaucoup de satisfaction dans notre métier. Moi, je suis très heureuse à chaque fois que je rentre le soir chez moi. Je suis vraiment très satisfaite de tout ce que j'ai pu faire. Mais on est là pour servir le patient avant tout et pas se servir soi-même. On parle beaucoup d'éthique en ce moment dans les congrès, avec notamment la croissance des demandes des jeunes adultes, hein, parfois qui sont excessives. Et est-ce qu'un chirurgien esthétique doit accéder à toutes les demandes pour satisfaire son patient ou sa patiente? Parce que c'est une question récurrente. Hein. Non, on ne doit pas satisfaire toutes les demandes des patients. D'ailleurs, je dirais qu'à peu près une consultation sur 3 à 5, on va dire non aux patients. Parce que parfois, les patients recherchent tout simplement à être rassurés et n'ont pas forcément besoin du bistouri pour aller mieux. Là aujourd'hui par exemple, j'ai vu un monsieur qui venait pour une pénoplastie, une chirurgie esthétique de la verge, et en fait finalement au décours de la consultation on s'est aperçu qu'il n'avait absolument aucun problème morphologique, qu'il y avait un problème conjugal et que la difficulté c'était plus sa partenaire qui le rabaissait qu'un problème lui d'un complexe personnel. Donc là parfois ces consultations en fait elles sont très utiles, parce qu'on va pouvoir en fait trouver le nœud du problème, mais ce n'est pas forcément un complexe morphologique. Est-ce que vos patientes vous demandent parfois si vous avez fait quelque chose? Ah oui, ça beaucoup. Vous leur répondez? Bah oui, moi je suis honnête, hein. Moi de toute façon j'ai toujours été pour la prévention. Donc je fais des choses sur moi-même, alors pas forcément de la chirurgie, mais par exemple pour tout ce qui est médecine esthétique, j'estime qu'il faut quand même avoir un peu une idée des prestations qu'on peut préconiser aux patients. Par exemple, le laser, faut avoir un peu testé sur sa peau pour ressentir, comprendre les douleurs que ça occasionne, les suites, comment la peau réagit. Donc, moi, je fais aussi des injectables pour la prévention, notamment de la toxine botulique très diluée. Voilà, donc je fais des choses, je fais des peelings pour la qualité de la peau, notamment l'hiver. Et j'en parle à mes patientes quand elles me demandent, et c'est vrai que les gens veulent aussi un praticien qui prenne aussi soin d'eux, parce qu'après tout, notre premier patient, c'est nous-mêmes. Puis il n'y a pas que la médecine et la chirurgie esthétique, il y a aussi tout ce qui est médecine anti-âge qui est très importante. Donc voilà, l'équilibre alimentaire, le sport, la pensée positive, tout ça, c'est du travail quotidien. Et c'est ce que vous conseillez aussi lors d'une consultation, même quand il y a un projet vraiment d'opération chirurgicale, il y a un environnement à respecter. Ouais. Aujourd'hui, on est vraiment dans la prise en charge holistique du patient. Donc, une patiente, par exemple, qui fume, avant une chirurgie plastique, on va essayer de l'aider à arrêter de fumer, ou un patient. On va travailler sur la surcharge pondérale ou la maigreur même. On va revoir l'équilibre alimentaire, parce que pour bien cicatriser après une opération, il faut avoir le bon taux de protéines, pas manger trop riche en sucre, voilà, éviter le tabac, éviter tout ce qui est stress oxydant, parce que ça, c'est des patients qui vont avoir des cicatrices disgracieuses. Et l'objectif, parfois en chirurgie esthétique, on est obligé de faire des cicatrices, et l'objectif, c'est qu'elles soient le moins visibles possible. Oui, le tabac, d'ailleurs, c'est éliminatoire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'a priori, enfin, en tout cas, c'est sur les fiches de la SOFCEP, on ne doit pas du tout fumer, sinon on peut être récusé même le jour de l'opération. Si on a l'impression que la personne n'a pas cessé le tabac, ça peut entraîner des complications au-delà du problème de cicatrisation. Tout à fait, ça peut entraîner des nécroses de la peau, ça peut entraîner des échecs d'opération sur les prothèses. Ma mère, par exemple, ça peut entraîner des coques, donc un rejet de prothèse. Donc il est très important que le patient se mette en condition pour avoir un résultat tout à fait optimal. Comment vous répondez à la question « Docteur, que feriez-vous à ma place ?» Vous l'avez cette question parfois? Ça arrive. Alors il y a différents profils de patients. Il y a des patients qui aiment bien dominer et vous imposer bien sûr leur avis. Alors parfois vous avez un avis qui n'est pas le même que le patient. Et puis il y a des patients qui ont besoin parfois de l'aide du praticien pour prendre une décision. Moi je leur réponds volontiers, en fonction aussi de la personne que j'ai en face de moi. Donc si j'ai une patiente qui a une génération supérieure à la mienne, je lui dis si vous étiez ma maman, voilà ce que je vous conseillerais.
Et puis si j'étais vous, pour quelqu'un qui est de ma génération, je lui réponds, moi j'opterais plutôt pour cette opération. Et puis de toute façon, on s'adapte aussi à l'environnement du patient, c'est-à-dire à son milieu professionnel, on va pas proposer la même chose à quelqu'un qui a des réunions tous les jours, qui tout de suite doit reprendre le travail, à une dame qui est par exemple au foyer et qui peut se permettre d'avoir une certaine éviction sociale. On ne va pas proposer forcément les mêmes choses, donc on s'adapte. Est-ce que vous ne craignez pas parfois que cette spécialité donc, que vous avez choisie bouscule le rapport que vous avez à votre apparence physique ? Il est vrai que quand on commence à s'intéresser à la chirurgie esthétique et puis quand on y goûte soi-même, alors moi je sais plus par le biais de la médecine esthétique en l'occurrence, c'est vrai qu'on est un petit peu plus sévère avec soi-même, c'est sûr. Et il en est de même pour les patients, c'est vrai que quand on commence, on va plus se regarder dans le miroir, observer les petites disgrâces, alors qu'on est un tout, il faut qu'on s'accepte globalement. Mais bon, de là à craindre d'en faire trop un jour. J'espère pas, j'espère que j'aurai des garde-fous pour m'en empêcher. Mais par contre, ce que cette spécialité m'a offert, c'est vraiment le rapport à la prévention. Et c'est vrai que prendre soin de sa peau, c'est fondamental. Et on vieillit pas de la même manière. Donc ça vaut vraiment le coup. Un chirurgien ne doit jamais dire « Bonjour, j'imagine que vous venez me voir pour ci ou pour ça ». Est-ce que ça vous arrive qu'une personne vienne pour quelque chose, mais que vous avez l'impression que c'est pour son nez, pour ses pommettes, pour sa bouche, et qu'elle vous dit carrément autre chose? Comment vous faites dans ces cas-là? Oui, ça arrive. Souvent, quand le patient entre en consultation, on a déjà une petite idée du motif de consultation. Parfois, on peut être surpris que ce ne soit pas du tout pour ça. Donc c'est pour ça qu'il faut mener l'entretien de manière médicale. On commence toujours par relever les antécédents médicaux, l'histoire du patient, et puis on va lui demander pourquoi il vient, mais il ne faut jamais imposer ses propres désirs sur le patient ou imposer des complexes à un patient qui n'en aurait pas forcément. Donc c'est pas correct de montrer quelque chose, de dire vous avez vu, ça c'est pas très joli. Bien sûr, si quelqu'un vient vous voir et vous dit voilà, je voudrais votre avis sur mon visage, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que vous en pensez, là vous lui donnez votre avis, vous lui expliquez, mais de manière factuelle, voilà, on va regarder tiers par tiers le visage en montrant voilà, là la tempe est creusée ou vous commencez à être marqué à ce niveau-là. Ça on peut lui dire, mais si le patient ne vous emmène pas sur ce terrain-là, il ne faut surtout pas lui créer un complexe. L'idée, c'est pas forcément de le ou la convaincre absolument, de suivre votre idée à vous. Voilà, alors parfois, je me permets avec des patientes notamment très jeunes, je me permets parfois d'être un petit peu directive. Quand par exemple, j'ai une très jeune patiente qui vient pour une augmentation des lèvres du visage, alors qu'on a plutôt un problème pour moi, vraiment d'acné, de pilosité, je lui dis, écoutez, avant d'augmenter vos lèvres qui sont déjà jolies et qui sont très pulpeuses parce que vous êtes jeune, peut-être déjà s'occuper de la qualité de la peau, c'est plus important et c'est ça qui va vous embellir en fait, qui va vous faire rayonner davantage. Donc parfois je me permets quand même peut-être d'être un petit peu protectrice. Surtout que ça doit être frustrant de devoir accéder à la demande d'une patiente qui vous paraît disharmonieuse. Moi, je vous avoue que je ne vais pas opérer une partie du corps si je ne suis pas convaincue. D'accord. Donc si quelqu'un n'a pas du tout le même goût que vous, parce qu'on sait qu'on a un goût, chacun a un goût, oui, les chirurgiens, les patients, et si la demande va dans le sens de quelque chose qui ne correspond pas du tout à votre goût, vous allez plutôt décliner. Tout à fait. Et puis, je dirais même plus, il y a quand même une partie de la patientèle qui a un trouble dysmorphophobique. Donc, c'est des gens de toute façon qui ne s'apprécieront jamais devant la glace parce qu'ils ont une vision déformée d'eux-mêmes. Et parfois, on ne voit pas le complexe. Donc, par exemple, le nez paraît parfait, les angles sont bien. Et la patiente va vous parler d'une bosse qu'elle n'a pas. On ne va pas opérer une bosse du nez s'il n'y en a pas. J'ai du mal à croire à la chirurgie placebo. Alors, c'est tout de même rare, mais dans ces cas-là, il vaut mieux demander un avis psychologique. Et les personnes comprennent ou c'est plus compliqué? Il faut prendre des pincettes, évidemment,
tous les patients ne l'acceptent pas. Et puis c'est parfois étonnant, certains patients vous disent « Ah mais de toute façon je le sais déjà que je suis dysmorphophobique, on me l'a déjà dit ». Après, je pense qu'il ne faut pas accéder à des demandes qu'on ne comprend pas, voilà, ou à des complexes qu'on ne voit pas. Après, quand on est quand même chirurgien esthétique, on traite des gens qui ne sont pas malades, qui sont sains, donc on a déjà l'idée d'améliorer, d'embellir. Mais si on sent qu'on ne va pas embellir, il ne faut pas y aller, il ne faut pas le faire. Parce qu'on va faire prendre des risques au patient, on va lui créer des cicatrices, on va lui faire une anesthésie générale ou une anesthésie, enfin en tout cas il y a un risque iatrogène, c'est-à-dire de donner des risques par le biais de la médecine. Donc il faut vraiment être convaincu qu'il y a un gain pour le patient. Donc dans quel cas vous dites non ? Donc je dis non quand je ne suis pas d'accord avec le patient sur son complexe, que je ne le vois pas. Quand j'estime que la demande est, on va dire, plus qu'extravagante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas compatible avec notre société. Une patiente qui a par exemple des lèvres qui sont déjà très injectées, qui sont déjà très volumineuses, donc je ne vais pas accéder à une demande d'une injection supplémentaire parce que je vais leur expliquer que si elles veulent trouver du travail, si elles veulent être présentables, elles vont ressembler plus à des bêtes de foire qu'à des jolies femmes. Donc je refuse dans ces cas-là. Il en est de même pour les prothèses mammaires. Alors c'est vrai que les femmes chirurgiens ont tendance à mettre des prothèses ou de la graisse de manière un peu moins importante que peut-être les praticiens hommes, mais on sait qu'à partir d'un bonnet E, on a des douleurs au niveau de la nuque, des douleurs dorsales qu'on appelle des dorsalgies. Donc nous, on passe notre temps à réduire les poitrines. Donc on ne va pas augmenter les poitrines au point on se crée des problèmes physiques. Donc voilà, moi je suis d'accord pour faire une poitrine généreuse, voire une poitrine sensuelle. On peut monter sur des dés, voire des bons dés. Mais au-delà, pour moi, ça s'appelle de l'hypertrophie mammaire. Et on est dans la chirurgie esthétique, donc il faut qu'on reste quand même raisonnable. Alors il y a beaucoup de personnes qui me disent avoir consulté pour un défaut et avoir eu le sentiment que le chirurgien ou la chirurgienne voulait en faire bien plus. Donc proposer à la personne de faire également telle ou telle chose pour plus d'harmonie, est-ce que c'est vraiment dans le rôle ? Puisque effectivement on sait par exemple quelqu'un peut venir vous voir pour son nez et il peut y avoir un problème de menton. Donc dans certains cas, le chirurgien ou la chirurgienne doit attirer l'attention sur la nécessité de plutôt corriger le menton ou de corriger à la fois le menton et le nez. Mais est-ce que parfois, il n'y a pas un peu une déformation professionnelle ou... Alors j'entends tout à fait ce que vous dites. Encore une fois, il ne faut pas être dans le côté commercial, vendre des prestations supplémentaires qui sont inutiles ou qui ne sont pas demandées par le patient. Mais il faut quand même anticiper quand on a de l'expérience. On sait par exemple, je vous donne un exemple tout simple sur la vulve. Moi je fais pas mal de chirurgie esthétique de la vulve. Eh bien, les patientes viennent pour qu'on leur coupe les petites lèvres parce qu'elles sont trop proéminentes. Parfois il faut leur montrer qu'en fait c'est les grandes lèvres qui ont perdu la graisse à cause des grossesses à répétition, à cause de perte de poids, à cause de la ménopause. Et que parfois il vaut mieux repulper un peu les grandes lèvres et enlever un petit peu moins de petites lèvres, être plus conservateur, et on aura une harmonie bien plus jolie que de réséquer totalement les petites lèvres. Donc c'est une question d'harmonie. Moi je trouve ça normal de dire à nos patients quand on est dans la même région, en tout cas quand par exemple le nez et le menton c'est exactement la même chose, de dire voilà, les patients ils ont l'impression que leur nez est très proéminent alors qu'en fait le problème c'est que les patients sont rétrognates, c'est-à-dire que leur menton est trop en arrière. Donc bien sûr le nez paraît très proéminent et si vous avancez le menton, eh bien le nez paraît tout d'un coup plus petit et donc ou alors ça permet de faire une chirurgie un peu plus conservatrice. Donc je pense que c'est quand même professionnel d'expliquer aux patients quand il y a un lien entre deux zones, notamment deux zones anatomiques. Oui, c'est votre rôle. À l'hôpital, on est forcément opéré par le chirurgien qu'on consulte ou ça peut arriver que quelqu'un le remplace sans qu'on le sache, ou alors quand on est dans un CHU, il y a aussi la participation des étudiants. Comment ça se passe ? Parce que ça angoisse parfois les gens. Alors, il y a différents hôpitaux, mais dans les hôpitaux universitaires, il y a des étudiants, notamment des internes qui apprennent la chirurgie plastique et également des chefs de clinique, donc ce sont des jeunes chirurgiens.
qui ont leur consultation, que nous, seniors, on peut être amenés à aider au bloc opératoire s'ils ont besoin d'aide. Mais quand vous voyez un chirurgien, normalement, c'est le chirurgien qui vous opère. En tout cas, c'est le chirurgien qui vous opère, que vous avez vu en consultation, qui est responsable du patient. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, ceux et celles que vous opérez doivent vous faire confiance, mais vous, est-ce que vous devez aussi avoir confiance dans le patient? Ah oui. Ah oui, c'est une relation bilatérale et symétrique. Parfois, nous n'avons pas confiance en le patient. Moi, ça m'est arrivé, c'est très rare de dire j'ai pas confiance. Moi, je ne me sens pas en confiance. Parce que quand on voit des patients qui hésitent, qui passent du coq à l'âne, qui veulent une indication, puis qui changent d'avis, qui vous envoient beaucoup de mails, on est déjà à 10 consultations avant la chirurgie, ça veut dire que le projet n'est pas clair. Et on ne se sent pas rassuré parce que c'est quand même une responsabilité. On est quand même comme le pilote d'un avion, on emmène le patient d'un point A à un point B et on est responsable totalement de lui et aussi sur le plan médico-légal. Donc il faut aussi que le praticien se sente en confiance. Et comment on est sûr alors qu'un patient ou une patiente a bien compris les risques et le résultat que vous proposez, le résultat possible? Alors pour ça, il y a déjà 2 consultations qui sont obligatoires. La première consultation, on va faire connaissance, on va poser l'indication ensemble, se mettre d'accord sur le projet. Après, il y a un délai de réflexion. Le patient est censé vraiment réfléchir sur ce que lui a proposé le chirurgien et revenir en consultation. Et là, on redébriefe ensemble sur l'indication posée. On vérifie que le patient ait bien lu les feuilles d'information. On est censé bien remettre en lumière les risques potentiels, les effets escomptés, ce qu'on ne peut pas apporter, il faut être très franc, et puis il y a la signature de consentement, donc c'est aussi un contrat entre 2 personnes. A aussi une responsabilité. Tout à fait. Est-ce que ça vous arrive d'être moins satisfaite que la personne opérée? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que j'ai des patientes qui soient très contentes du résultat. Et moi, je suis un petit peu déçue parce que je trouve que la cicatrice, elle n'est pas parfaitement droite, par exemple. Dans ces cas-là, je le dis, je suis assez honnête. Je dis, voilà, je suis très contente que vous soyez satisfaite, mais moi, il y a une petite chose qui me gêne. Je pense que je pourrais le corriger. Si vous le souhaitez, je pourrais accéder à cette demande. Parce que je le vois. À partir du moment où je le vois, je peux le traiter. Et d'être plus satisfaite que la patiente? Ah, ça peut arriver aussi. Parfois, il y a aussi des mauvais coucheurs. Hein. Il y a des patients, vous donnez le meilleur de vous-même, vous êtes vraiment content du résultat, et puis le patient ne l'est pas forcément à la même hauteur que vous-même. Bon, c'est comme ça, c'est l'être humain. Hein. Oui, et vous essayez de convaincre la personne que c'est réussi? Alors, en général, il y a quelque chose qui marche souvent à tous les coups, c'est les photos avant-après. Donc, on remontre les photos d'avant l'intervention. Quand on voit en fait l'amélioration, là souvent les patients disent ah oui, effectivement il y a un gros changement. Après, il faut bien être clair, surtout dans les chirurgies du rajeunissement du visage. Les patients parfois ils reviennent avec une photo d'eux à 25 ans, mais je ne suis pas comme ça. Oui, mais on ne peut pas redevenir ce qu'on a été. Il y a encore des patients qui demandent à avoir 10 ou 15 ans de moins. Oui. Alors ça reste, vous avez raison de le souligner, hein, la majorité des patients maintenant veulent être plus frais, moins fatigués. Il y a aussi toute la pression professionnelle, hein, je le vois beaucoup chez les plus de 50 ans, ce besoin sur une reconversion professionnelle ou de retrouver un emploi, enfin voilà, d'être à la hauteur, de montrer qu'on est dynamique, qu'on est frais, qu'on ne fait pas fatiguer. J'ai l'impression que c'est une demande là qui monte de plus en plus, mais il reste toujours des patients qui restent un peu enquistés dans leur jeunesse et qui viennent systématiquement avec des photos d'eux, d'ailleurs des photos qui sont même plus des vieilles photos très jolies, hein. Mais voilà, on ne peut pas être ce qu'on a été, ça n'est pas possible. Alors en chirurgie, effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, la rançon cicatricielle peut conduire une personne à regretter en fait de s'être fait opérer si la cicatrisation se passe mal. Alors c'est toujours finalement une balance bénéfice-risque. Donc si on fait une cicatrice qui est apparente, il faut vraiment que ça en vaille le coup. Bien sûr, la cicatrisation, on essaye de faire le mieux qu'on peut en tant que chirurgien. Après, il existe quand même maintenant des outils innovants comme les lasers péro-opératoires pour essayer que les patients cicatrisent le mieux possible. Il existe
les massages avec des crèmes cicatrisantes, il existe des plaques de silicone pour appuyer sur les cicatrices, donc il y a quand même pas mal d'outils aujourd'hui pour cicatriser le mieux possible, et puis le régime anti-inflammatoire qui marche quand même assez bien. Mais encore une fois, c'est une balance bénéfice-risque qu'on aura évaluée ensemble avant l'opération, en se disant, bon bah voilà, par exemple pour une plastie mammaire de réduction, bien, vous allez avoir des cicatrices autour de l'aréole, une verticale et une horizontale, donc ce qui fait une cicatrice en encre. Comme ça ne fait pas rêver d'avoir ce type de cicatrice sur les seins. Mais le bénéfice est tel, quand vous avez des seins lourds, qui tombent, qui ne vous correspondent pas, qui vous empêchent de vivre votre vie, de faire du sport, qui fait que vous portez des gros pulls, des gros sweats et que vous ne voulez pas vous mettre nu dans la lumière avec un homme, par exemple, eh bien écoutez, ça vaut quand même le coup de faire ce type de chirurgie parce que voilà, le bénéfice, il est au-delà de cette cicatrice. Et puis, si malheureusement la cicatrice est un peu disgracieuse, au pire, on peut toujours la reprendre. Est-ce que vous pensez qu'il y a des patientes qui vous consultent justement parce que vous êtes une femme et que c'est plus facile et qu'elles pensent que vous les écouterez mieux? Je pense que oui. Je pense que finalement, chaque chirurgien a la patientèle qui lui correspond. Moi, je croyais au début que les femmes préféreraient voir des hommes. Et finalement, je me rends compte que pas du tout, c'est pas forcément le cas. En tout cas, les patientes que je vois cherchent plutôt l'avis d'une femme. Pour certaines opérations. Pour certaines opérations. Les jeunes filles aussi, les mineurs, oui. sont plus à l'aise, posent plus de questions. J'ai l'impression, en tout cas, avec un chirurgien femme, notamment pour tout ce qui est réduction mammaire, chirurgie de l'intimité, pour une jeune fille, c'est peut-être plus facile d'en parler avec une femme. Et puis, moi, j'ai beaucoup de femmes très dynamiques, indépendantes, qui se sentent plus à l'aise avec une femme. Parfois, c'est des consultations qui peuvent être un peu musclées, où elles posent des questions assez franches. Voilà. Et puis, c'est sûr que la patientèle masculine, elle est un petit peu différente. Elle est peut-être plus dans l'objet de désir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'en tant qu'homme, qu'est-ce que vous trouveriez beau à faire chez moi, par exemple. Par exemple, j'ai des hommes d'une 60aine d'années, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'ils me consultent pour chirurgie des paupières ou du corps et qui me disent, voilà, je suis avec une femme qui a votre âge, à peu près la 40aine d'années, je veux que vous fassiez quelque chose qui vous plaît à vous. C'est très étonnant, comme ça arrivé plusieurs fois. Ah oui. Bon, il faut faire attention avec ce genre de demande, mais ça peut arriver dans les deux sens d'ailleurs. Alors, quand une patiente a peur, vous la rassurez ou vous lui conseillez de différer? Si on sent que c'est une peur qui est liée à une indécision, dans ces cas-là, il vaut mieux proposer de différer. Ça m'est arrivé aujourd'hui en consultation, une patiente qui n'était pas très au clair et qui avait peur. Donc, je lui ai proposé qu'on repousse à 1 mois pour qu'elle puisse finalement refaire le point et elle a quand même maintenu son intervention. Elle venait pour quoi? Elle venait pour une chirurgie des poches malaires. Mais par contre, il y a des patientes, on le sent, c'est dans leur personnalité, d'avoir un terrain un petit peu anxieux. Elles ont juste besoin d'être rassurées, notamment avant le bloc opératoire. Parfois, juste de prendre un petit peu la main 1 minute ou un mot, un échange avant l'anesthésie générale, ça suffit pour rassurer. Je suppose que c'est normal. C'est normal parce on sort de sa zone de confort, on est tout d'un coup dans un bloc opératoire, on est impuissant puisqu'on est allongé dans un brancard et alors que tout le monde autour est debout. Donc ça vous met dans un nouveau rôle, où vous devez lâcher prise. Donc ça, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à lâcher prise. Et d'ailleurs beaucoup de femmes qui gèrent beaucoup de choses dans leur vie. Et là, moi je leur dis c'est le moment de lâcher parce qu'en fait vous allez avoir une anesthésie et là il faut faire confiance. C'est normal, on perd en puissance quand on se fait opérer. Mais ça ne vous est pas arrivé que quelqu'un dise finalement non, au secours, je n'y vais pas, je remonte me rhabiller? C'est arrivé 1 ou 2 fois. Ah oui. Ouais, de patients qui avaient trop peur et dans ces cas-là, il ne faut pas pousser, surtout pas. Alors certains jeunes adultes sont très décomplexés et vont facilement se faire opérer, que ce soit du nez, des fesses. Est-ce que vous trouvez ça préoccupant et est-ce qu'il n'y a pas le risque que plus tard, ils regrettent ces interventions puisque la chirurgie, une fois qu'on a opéré, on ne peut pas revenir en arrière, retrouver son corps d'avant? Tout à fait. On voit qu'il y a un culte de la perfection. Et puis surtout,
un culte d'imitation, hein, de vouloir ressembler à tel ou un tel. Et effectivement, c'est préoccupant parce que moi je le savais sur l'augmentation des fesses par exemple, ça prenait des proportions très importantes. Quand une femme veut des fesses si importantes qu'elle peut même plus s'habiller, je veux dire qu'en France vous voulez vous habiller correctement ou mettre un uniforme tout simplement parce que vous travaillez dans la police ou autre, et que vous ne pouvez pas tellement vos fesses sont importantes liées à la chirurgie, ça devient vraiment extravagant et c'est plus du tout adapté. Et je me disais, alors moi plus de nombreuses fois, hein, je disais que non, c'était pas esthétique d'avoir des fesses aussi grosses et qu'on pouvait repulper les fesses mais pas faire des hypertrophies de fesses. Et donc il y a eu cette mode avec Kim Kardashian et puis ce que j'attendais est arrivé, c'est que ça y est, on a les premières demandes maintenant d'essayer de liposuction des fesses, c'est-à-dire d'enlever les lipofillings, c'est-à-dire les injections de graisse qui ont été faites dans les fesses. Donc plein de patientes qui regrettent, qui sont pas même prêtes à avoir des incisions au niveau des fesses pour qu'on leur retire l'acide hyaluronique, ce genre de choses. Donc on voit ou des patientes qui maintenant demandent à ce qu'on enlève leur prothèse de fesses, mais maintenant la peau elle a été expandue par la prothèse, donc les résultats ne sont pas esthétiques, donc elles acceptent ce qu'on appelle des liftings de fesses ou body lift, donc des cicatrices qui sont cachées au niveau du string en fait, pour relifter les fesses. Mais oui, c'est en train d'arriver, c'est-à-dire que là ce phénomène des fesses Kim Kardashian est en train de tomber un peu aux oubliettes et du coup on doit réopérer ces patients. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, des patients de 30 ans qui sont déjà multi-opérés. Voilà, c'est le risque. Donc du coup il y a des modes en chirurgie esthétique. Là il y a eu les fesses, donc là c'est passé, la bichectomie. Voilà, il y a eu toute la mode avec Angelina Jolie. D'abord pour les seins, tout d'un coup tout le monde téléphonait pour prendre rendez-vous pour faire des mastectomies et reconstruction mammaire immédiate. Encore une fois, c'est une chirurgie qui n'est pas anodine. La jawline avec Angelina Jolie aussi, donc de cette mâchoire assez proéminente. Alors quand on le fait un petit peu, oui, ça peut être joli parce que du coup ça fait un angle cervico-facial qui est bien dessiné et c'est vrai que ça fait un joli port de tête. Mais quand c'est trop marqué, comme ce qu'on appelle le Texas, aux États-Unis, il y avait cette mode du Texas dans les réseaux sociaux l'année dernière. Toutes les jeunes filles voulaient avoir des mâchoires très proéminentes à l'américaine. Mais je suis désolée, ça masculinise énormément un visage féminin. C'est pas forcément esthétique pour une femme de faire un Texas, par exemple. C'est des injections ou alors des injections de graisse. Donc ça, c'est définitif. Ça ne fond pas à cet endroit-là, peut-être. Non. Donc ça veut dire que si on n'en veut plus de ces mâchoires Texas, il faut faire une lipoaspiration des mâchoires ? Alors c'est compliqué de faire une lipoaspiration des mâchoires. Alors, parfois ça passe par des liftings, où on va décoller la peau, on va essayer d'enlever la graisse, etc. Donc c'est compliqué. Mais par exemple, dans les sociétés savantes de chirurgiens, est-ce que quand vous voyez arriver des modes comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un comité qui dit est-ce qu'on ne peut pas freiner sur cette tendance, ou est-ce que vous discutez ça entre vous, ou comment ça se passe? Parce que alors on en discute, mais c'est toujours finalement a posteriori, parce que ces phénomènes vont beaucoup plus vite que les sociétés savantes. Malheureusement, nous on le sent, on sent des tendances quand on est en consultation. On voit apparaître de plus en plus de consultations, de plus en plus des motifs qui se ressemblent, et on fait le lien avec les réseaux sociaux, mais malheureusement, les sociétés savantes commencent à prendre conscience du phénomène quand il est déjà bien installé, parce que les réseaux sociaux, ça va très vite, c'est viral. Donc après, c'est à chaque chirurgien de se débrouiller avec sa propre conscience, en fait. Voilà, tout à fait. Alors après, il y a beaucoup de chirurgiens qui refusent certaines modes, à partir du moment où ça ne leur convient pas. Donc d'ailleurs, on voit apparaître des chirurgiens qui sont plus spécialisés dans les fesses, parce que c'est quelque chose qui leur parle, donc ils vont plus travailler les fesses, et qui sont OK de faire des augmentations, ça leur convient parce que pour eux, c'est beau, c'est esthétique. Et il y a des chirurgiens qui vont dire non. Voilà, il y a des chirurgiens qui restent dans leur concept de beauté. Et la bichectomie, c'est la tendance actuelle? J'avais l'impression que ça l'avait été il y a quelques années. La bichectomie, ça a été une grosse tendance là sur les 2-3 dernières années. Et là, c'est en train de franchement diminuer. Il faut savoir que le problème de la bichectomie, c'est que ça vieillit pas bien.
Donc voilà, le quid, c'est comment ça va évoluer dans 20 ans. On ôte de la graisse dans le visage, un petit peu en dessous des pommettes, mais une graisse profonde, si j'ai bien compris. Mais comme quand on vieillit, on perd de la graisse, ça veut dire qu'on n'en aura plus... Et donc on sera davantage creusé à ce niveau-là, ce qui peut donner un aspect vieilli et puis masculin. Un peu, on peut le voir chez les gens qui font de l'haltérophilie à très très haut niveau. Ils ont ces joues extrêmement creusées parce qu'ils puissent tellement dans leurs réserves. Ils perdent naturellement ces petites boules de bichat aussi, et on voit un petit peu l'effet que ça donne sur le visage. Donc c'est pas forcément esthétique sur du long terme. Après, il y a des patients qui ont des boules de bichat très proéminentes. Donc là, ça va plus ou moins les aider, mais on n'est pas obligé d'enlever toutes les boules de bichat. On peut les enlever partiellement et puis adapter pour que le visage soit harmonieux. Merci Barbara Hersan, et à tout de suite pour la deuxième partie de notre entretien.